Alors ça ne vous a pas échappé qu'on était en ce moment sous le coup de 3 crises en même temps, comme dirait l'autre. La crise sociale, la crise écologique et la crise démocratique, qui vont bien ensemble en général. Eh ben on va en parler. Je vais appeler, on va passer un tout petit temps rapide, mais un petit temps quand même, avec des acteurs qui proposent des solutions, des alternatives justement pour tenter d'amortir des chocs et de faire en sorte que par l'économie sociale et solidaire, on vive mieux ensemble. Je vais demander à Régis Tirlemont. Régis, voilà, merci de me rejoindre à Ruisseauville. C'est le réseau À Petits Pas, président de la Fabrique Coopérative également. Vous êtes, il y a 16 co-directeurs et co-directrices sur 20 salariés, m'expliquez-vous. Et c'est un modèle coopératif particulièrement intéressant à suivre. Prenez un micro, sinon vous n'allez pas y arriver. Et voilà, donc c'est 25 ans de développement local en territoire rural, Ruisseauville, hein, c'est le Ternois, on est dans le Cette-Vallée, Montreuil. Un peu, oui, voilà. Il faut que je révise ma géographie un petit peu. J'y étais presque. Alors, il y a une couveuse entreprise, un pôle écologique, un pôle touristique avec des sites HQE, un espace test agricole bio. Dans la Vénois. Dans la Vénois, à Saint-du-Nord, un pôle de loisirs éducatifs, là aussi c'est protéiforme. Et puis des tas d'autres choses. Alors parlez-nous rapidement d'À Petits Pas s'il vous plaît. Pourquoi la CRES vous a choisi pour témoigner sur l'impact d'une crise démocratique? Vous, la démocratie interne qui est l'un des piliers de l'ESS, vous la pratiquez depuis 25 ans et ça se passe plutôt bien, dites-nous. Oui, donc en fait il y a 25 ans on s'est créé, on était issus des mouvements d'éducation populaire. La transition écologique n'existait pas, on ne parlait pas de transition écologique et nous on sentait qu'il y avait des enjeux. Et on a décidé de créer un lieu collectif où la prise de décision ne se ferait pas pyramidale, puisqu'on avait été responsable de direction, soit dans des entreprises polluantes, ou soit dans le travail social, où c'est encore parfois très pyramidal. Voilà, et donc on a décidé d'avoir un modèle horizontal, où la prise de décision serait collégiale et la rémunération serait la même pour tous, quel que soit le niveau d'études, que vous fassiez du ménage ou que vous fassiez de l'ingénierie. Et on s'est basé sur les modèles alternatifs français, notamment le Vieillodon et Ardelaine, qui sont des modèles coopératifs sur lesquels on s'est beaucoup imprégné, on a passé du temps là-bas. Je pense à Oxalis aussi, qui a développé à un moment donné la plus grande coopérative CAE de France. Donc voilà, on s'est inspiré de modèles existants. À cette époque-là, on n'appelait pas ça un tiers-lieu, ça n'existait pas non plus. On appelait ça de la pure activité, et nous, plus en milieu rural. Voilà, et donc c'est sur ce modèle-là que s'est basée la prise de décision démocratique. On est une association fiscalisée qui permet aux salariés d'être au conseil d'administration. Donc il y a 3 salariés qui sont des co-directeurs, il y en a 12 au total, et il y a une alternance des co-directeurs, c'est-à-dire il n'y a jamais le même co-directeur qui siège au conseil d'administration. Donc c'est un conseil d'administration et d'orientation. Et donc c'est un modèle qui se renouvelle à chaque fois, où la co-direction est partagée par tous, et il y a tout un système d'accompagnement et de compagnonnage pour les gens qui sont à des niveaux d'études inférieurs, qui n'ont pas cette connaissance de l'éducation populaire et de la citoyenneté active. Donc il y a toute une démarche entrepreneuriale et d'accompagnement, notamment en ressources humaines, parce que c'est un modèle collectif, et souvent sur les modèles collectifs on se dit que ça ne va pas tenir. Preuve en est, 26 ans après on est toujours là. Et donc on a mis un certain nombre d'outils et de démarches pour faciliter la démocratie du salariat, mais aussi la démocratie des usagers, puisqu'il y a un conseil d'administration comme toute association, mais les salariés prennent part à la décision collectivement. On n'est pas très loin des SIC tout de même dans la démarche qu'on a entreprise. Et face à ça, on essaye aussi d'impulser. Alors on a fait 2 fois des démarches progrès, où on essaye d'améliorer notre question démocratique, la transition écologique. On a dit qu'on était un lieu de haute qualité environnementale. Et face à ça, on essaye aussi, par exemple, à travers notre couveuse d'entreprise, où on a 95 porteurs de projets, plus issus du monde rural, de donner les valeurs et le sens qu'on met à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, notamment sur les valeurs de l'ESS. Et notamment des questions démocratiques. Par exemple, on accompagne de plus en plus dans notre couveuse des projets collectifs sur de l'agriculture paysanne. Voilà, c'est un exemple où là on est sur des démarches collectives où on initie les gens
à cette démarche démocratique. Et puis en 2018, avec la CRES, il y a un mouvement qui se crée en France qui est issu de Coopérer pour entreprendre, qui est les coopératives de jeunesse et de services. Et à la fois sur le champ de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire. Et nous, on s'est dit top, on y va. Ça correspond à ce qui manque aujourd'hui dans notre société et à un renouvellement de l'éducation populaire qui était de dire comment initier des jeunes à l'entrepreneuriat collectif et coopératif. Et donc, j'ai été mandaté par le collectif de l'association Un Petit Pas pour m'investir sur ce champ-là. Aujourd'hui, on accompagne en tant que parrain économique dans le cadre d'une signature d'un CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, une quinzaine d'entreprises de jeunes éphémères, qui sont les CJS, coopératives de jeunesse et de services. Mais on accompagne aussi des coopératives jeunes majeurs et depuis peu des coopératives de territoire, notamment à Valenciennes ou à Trelleau et dans l'Audomarois. Donc ce sont des jeunes qui concrètement travaillent l'été pour apprendre à entreprendre. À entreprendre sous la démarche du modèle des coopératives d'entreprise. Donc c'est un homme, une voix. Il y a des fondamentaux qui sont la démocratie participative où il y a une commission ressources humaines, une commission démocratie et ressources humaines, économique et j'en oublie une qui est marketing. Voilà. Les jeunes se rémunèrent par des services qu'ils vendent. Et à la fin, perçoivent la rémunération dans le travail qu'ils ont fourni. Tout ça, ça se décide dans une démarche du modèle coopératif, un homme, une voix. Donc la prise de décision salariale sur la répartition du salaire se décide collégialement dans la coopérative des jeunes. Et bien entendu, il y a un cycle de formation régional où les jeunes et les animateurs, puisqu'ils sont tout de même encadrés, sont formés au modèle des coopératives d'entreprises classiques que vous connaissez dans le modèle de l'ESS. Est-ce que ça inspire ? Est-ce que tout ce que vous nous dites depuis quelques minutes, ça commence à faire un peu système, à inspirer d'autres types de réseaux, de groupements, d'acteurs ? Alors, il y a 25 ans, on devait vous regarder un peu comme des chiens perdus, des alternatifs un peu originaux, des pionniers, vous parliez de tiers-lieux, etc., sans le savoir. Aujourd'hui, il me semble que le vent est quand même un peu plus favorable pour ce type d'initiative. Est-ce que votre expérience, votre ingénierie, votre savoir-faire, elle est déployée ? Est-ce que vous intervenez en conseil pour d'autres Alors on ou a pas. fait. Vous êtes à Ruisseauville dans votre coin non. Et ça se passe très bien comme ça. Non, en fait, on a. La semaine dernière, on a accueilli le master en ESS de Lille et de Valenciennes en même temps. Donc vous êtes repéré quand même. Donc on est un modèle inspirant. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Repas, qui est un réseau d'acteurs alternatifs en France, où il y a un compagnonnage et il y a des gens circulent sur tout le territoire français et passent par un petit pas pour découvrir notre modèle collectif, mais aussi économique. J'ai parlé uniquement pour perdurer pendant 25 ans, faire du développement local en milieu rural. Ce n'est pas les mêmes enjeux qu'en milieu urbain. Et donc, il y a une histoire de lutte au quotidien pour pouvoir maintenir en activité. Voilà. Sur le modèle, je pense qu'il y a beaucoup de passages et on a beaucoup de rencontres ou de gens qui viennent nous voir sur l'expérience qu'on a bâtie progressivement et qui évolue, puisqu'il y a un turnover. Il y a des fondateurs qui ont créé, par exemple, Toerana Habitat, que certains connaissent ici, énergétique sur les énergies renouvelables. Et donc, il y a un turnover et des salariés qui partent et d'autres qui arrivent, mais toujours sur le même modèle. Voilà. Et ce qui est important de dire, c'est que sur le champ de l'entrepreneuriat et de l'ESS en éducation à la jeunesse, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'ESPER tout de même, qui intervient plus sur le milieu scolaire. Et je pense qu'il y a un besoin de fixer un peu les choses sur apprendre à la jeunesse ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Et le modèle des coopératives de jeunesse et de services qui est issu du Québec, qui se développe en France, puisqu'on va fêter nos 10 ans l'an prochain, est un modèle qui peut permettre à des jeunes de s'ouvrir aux questions démocratiques, aux questions économiques, entrepreneuriales, mais aussi aux enjeux de lien social, puisqu'ils vendent des services et donc ils apprennent des métiers, rencontrent des gens sur leur territoire. Voilà.
Peut-être une dernière question. Votre modèle coopératif et démocratique, il est aguerri, hein, il est affûté, il y a l'expérience, il y a le temps, vous avez appris de vos erreurs sans doute, etc., la résilience. Bon, quel conseil donnez-vous aux acteurs de l'ESS qui peuvent être dans la salle, par exemple, et qui souhaiteraient aller plus loin, qui ont commencé, qui ont l'un des aspects que vous avez développés, mais pas forcément une vision globale comme la vôtre? On commence par quoi? Alors notre association s'appelle À Petit Pas. Oui. Donc, Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir pour avoir des conseils? Oui, alors quand on dit on fait du conseil, on accueille régulièrement. Il y a des gens qui passent parfois une semaine chez nous pour mieux découvrir comment on fonctionne. Donc ça c'est l'esprit d'ouverture et d'interconnaissance. Il y a de plus en plus de choses qui se développent sur les territoires. La question, c'est de ne pas tirer la couverture à soi-même. Et ça, on le ressent, nous, parfois. La notion de coopération, par exemple, entre les associations, elle nous paraît prépondérante entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et de pouvoir prendre le temps de discuter sur les enjeux des territoires, par exemple, ça nous semble un enjeu important aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et parfois on peut se tirer des balles dans le pied. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais on pourra aborder d'autres thèmes qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a en tout cas de l'espace et on sent de l'envie, que ce soit sur la transition écologique, sur les enjeux démocratiques ou de lien social sur les territoires. Il y a une forte évolution. Alors des acteurs comme la CRES, la PES, ils participent, quoi. Entendu. Mais je voulais réagir tout de même par rapport au Fonds social européen. Je voulais redire aux partenaires institutionnels que la simplification administrative n'est pas là. Nous, on porte un Fonds social européen qui nous casse la tête. On a des soucis de trésorerie tous les 3 ans. Hein. C'est 120 000 € qu'on doit attendre pendant 3 ans. Et puis, la troisième chose que je voulais leur dire sur ce Fonds social européen, c'est qu'il ne faut pas changer les politiques tous les 2 ans, parce que nous, ça nous fatigue. Voilà. Parce qu'on parle du Fonds social européen, mais il n'y a rien qui est simple, quoi.